Bonjour à vous. Dans cette capsule, nous parlerons de ce que représente une formule chimique et nous verrons qu'il en existe deux types, soit les formules chimiques réelles et les formules chimiques empiriques. Tout d'abord, une formule chimique sert à exprimer la composition d'espèces chimiques à l'aide de symboles. Par exemple, l'eau est représentée par la formule H2O et la vitamine C est représentée par la formule C6H8O6. Vous avez déjà vu des formules chimiques dans le passé. Jusque-là, tout devrait bien aller. Par contre, quelle est la différence entre une formule chimique réelle et une formule chimique empirique? Pour nous aider à voir la différence, on va regarder 4 composés ensemble. Le premier composé correspond à de l'eau. Le deuxième composé correspond à du méthane qu'on retrouve dans le gaz naturel. Le troisième composé correspond à de l'éthane qu'on retrouve également dans du gaz naturel. Alors, si vous avez un chauffage au gaz à la maison, eh bien, votre gaz est un mélange de ces deux composés. Finalement, le quatrième composé se nomme acide acétique et c'est le composé qu'on retrouve dans le vinaigre qu'on a à la maison et qu'on met sur nos patates frites. Maintenant, si on vous demande d'écrire la formule chimique réelle de ces composés, on doit tout simplement dénombrer chacun des atomes de la molécule et l'exprimer de façon usuelle. Par exemple, ici on a 2 hydrogènes et 1 oxygène, on écrira donc H2O. Ici on a 4 hydrogènes, 1 carbone, CH4. Ici, on a 6 hydrogènes, 2 carbones, donc C2H6. Et finalement, 2 carbones, 4 hydrogènes, 2 oxygènes, C2H4O2. Par contre, si on vous demande de déterminer une formule empirique, il faut indiquer le rapport le plus simple dans lequel se retrouvent les éléments du composé. Pour H2O et CH4, ça ne change rien. La formule empirique sera identique à la formule chimique réelle. H2O, H2O, CH4, CH4. Par contre, pour l'éthane, la formule chimique réelle est C2H6. Or, les atomes se retrouvent dans un rapport 2 pour 6, ce qui équivaut à un rapport 1 pour 3. On va donc écrire CH3 comme formule empirique. C'est donc ce qu'on veut dire lorsqu'on demande de représenter la formule chimique en indiquant le rapport le plus faible, soit ici 1 pour 3, pour le rapport entre les deux types d'atomes dans le composé. Pour ce qui est du C2H4O2, les atomes sont dans un rapport 2 pour 4 pour 2, ce qui équivaut à un rapport 1 pour 2 pour 1. La bonne formule empirique est donc la suivante, CH2O. On s'aperçoit que les formules chimiques réelles représentent mieux la structure des composés en question. C'est vrai. Pourquoi écrirais-je CH3 si en réalité il y a 2 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène? Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous les composés présentés ici appartiennent à la famille des composés covalents. Et les composés covalents existent généralement sous forme de molécules. Là, vous vous dites peut-être, qu'est-ce qu'il veut dire? Là, il existe sous forme de molécules, il y a des composés qui ne sont pas des molécules. On va comprendre ça un petit peu mieux dans une minute. Pour l'instant, ce dont il faut se souvenir, c'est que lorsqu'on a des composés covalents, on va préférer les représenter par la formule chimique réelle, parce que la formule empirique ne tient pas vraiment compte de la vraie structure de ces molécules-là. Comme la formule chimique réelle est très utile pour représenter les composés covalents et que les composés covalents existent sous forme de molécules, on va aussi appeler la formule chimique réelle formule moléculaire. Donc, si on dit formule moléculaire, ça veut tout simplement dire la même chose que formule chimique réelle. Maintenant, si au lieu de faire un exemple avec des composés covalents, je fais un exemple avec un composé ionique, composé que vous connaissez bien, le NaCl, le chlorure de sodium. Donc le NaCl, c'est ce qu'on retrouve dans le sel de table, qu'on met aussi sur nos frites quand on va au casse-croûte. Puis, comme le nom l'indique, les composés ioniques contiennent des ions. Donc du NaCl, en fait, c'est un composé dans lequel il y a du Na+, et du Cl-. Même si on écrit NaCl comme ça, avec une liaison entre les deux, le composé n'existe pas vraiment sous cette forme-là. Comme ce sont des ions, ici on a un ion Na+, eh bien, ce qui va se produire, c'est que oui, de ce côté-ci, il va y avoir un ion Cl-, mais il va aussi y avoir un ion Cl- de l'autre côté. Puis à côté de cet ion Cl-, là, il va y avoir un ion Na+, puis il va y avoir un réseau comme ça qui va se construire un petit peu comme à l'infini. Évidemment, il va y avoir une fin, mais il y a tellement des millions et des millions d'atomes dans le réseau là, qu'on peut pratiquement considérer que le réseau est infini, puis il va aller dans les deux sens comme ça, dans une direction, dans une deuxième direction aussi, et même dans une troisième direction comme ça pour vraiment faire un réseau en 3 dimensions. Donc, on va dire que les composés ioniques vont former ce qu'on appelle des réseaux cristallins. Ce qui est le fun, c'est que si on n'est pas super bon en dessin comme moi,
on peut utiliser des dessins qui sont déjà faits. Alors, voici des dessins du réseau cristallin qui sont un petit peu plus beaux que les miens. Donc ça, c'est deux dessins différents, mais qui représentent la même chose. Donc ici, qu'on voit qu'on a représenté chacun des ions Na+, ou Cl- à l'aide d'une sphère verte ou mauve. Puis ici, on voit que les sphères sont collées l'une sur l'autre, donc on ne voit pas nécessairement les liaisons, mais on peut imaginer qu'il y a une liaison entre chacun des ions positifs et négatifs. Puis ici, on a fait une représentation où on dessinait en quelque sorte seulement on pourrait dire qu'on dessine le noyau des atomes, on laisse un espace entre les deux, puis on met un petit trait rouge pour représenter les liaisons entre les ions Na+, et les ions Cl-. Donc ici, on voit très bien que du NaCl, ça fait un réseau cristallin en 3 dimensions, puis que dans du NaCl, il n'y a pas seulement un atome de Na et un atome de Cl. Donc ça nous amène à nous poser la question, mais du NaCl, si maintenant on sait que ça existe sous forme de réseau cristallin comme ça, est-ce que la bonne formule chimique, ce serait NaCl, ou Na2Cl2, ou Na3Cl3, ou Na4Cl4, ou par exemple Na1000Cl1000? En fond, toutes ces formules-là pourraient représenter la même structure. Donc, dans le cas des composés ioniques, puisqu'il existe sous forme de réseau cristallin, on va toujours utiliser la formule empirique, c'est-à-dire la formule chimique dans laquelle il y a les plus petits indices pour exprimer le rapport entre les deux éléments dans notre composé, de sorte que le chlorure de sodium, on va utiliser sa formule empirique, le NaCl, alors que les composés covalents, comme ils existent sous forme de molécules, soit sous forme d'unités distinctes, on va utiliser leur formule chimique réelle ou la formule moléculaire pour représenter leur structure. Bon, en chimie, on aime ça les exceptions. Il va y avoir une exception, c'est-à-dire qu'il va y avoir certains composés covalents qui n'existeront pas sous forme de molécules, mais qui vont exister sous forme de réseau. On va voir un exemple ensemble. Je vais descendre mon écran ici, puis ça va être ce qu'on va appeler les réseaux covalents. Par exemple, du SiO2, c'est un composé covalent. Ça correspond à du verre. Donc, si on a une fenêtre en verre, par exemple, le verre va être composé de SiO2. C'est un composé covalent. On pourrait croire que ça existe sous forme moléculaire, sous forme de SiO2, mais en réalité, le SiO2 va former un réseau. Comme c'est pas ionique, on n'appellera pas ça un réseau cristallin, on va appeler ça un réseau covalent. Puis le réseau va ressembler à ça. Puis ici, évidemment, c'est une petite section du réseau, mais on peut imaginer que le réseau va continuer vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers en bas. Puis même, il peut exister en 3 dimensions. Donc, les réseaux covalents vont être des composés covalents, mais qui existent sous forme de réseaux. Puis, si on veut exprimer leur structure, on va utiliser la formule empirique parce qu'ici, évidemment, il y a beaucoup de silicium, il y a beaucoup d'oxygène. On pourrait dire, par exemple, Si10O20, on pourrait dire Si50O100, parce que le rapport entre les deux éléments, c'est du 1 pour 2, mais on va tout simplement utiliser la formule empirique, soit le SiO2.